Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler du programme à côté et notamment de la phase d'expérimentation des lignes de covoiturage. Je pense que tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance sur le programme, donc on va en parler très rapidement. Est-ce Mais que si ça vous avez... marche? Bonjour. Ah oui, bonjour Maxime, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc je disais, on va commencer par présenter Excuse-moi pour rapidement le le son. programme. Et ensuite, on passera à la suite du webinaire. Si vous avez plus de questions sur le programme en tant que tel parce que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra à la fin. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles. Donc éteignez si vous pouvez vos micros pendant toutes les interventions et on fera une session questions-réponses à la fin où vous pourrez allumer vos micros et on pourra échanger les questions et discuter sans problème. Si vous le pouvez, quand vous êtes arrivé dans la réunion, on vous a demandé de renseigner votre nom et votre prénom. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours vous renommer. C'est plus facile pour nous ensuite, si vous avez des questions, de vous répondre directement plutôt que de ne pas savoir qui se cache derrière le pseudonyme. Voilà, donc posez vos questions au fur et à mesure des interventions et puis on y France de répondra. Villerval, maire de Ferrières-en-Bray. Pardon, j'ai pas entendu. Marie-France de Villerval, maire de Ferrières-en-Bray. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et du coup, voilà, on posait vos questions au fur et à mesure et on répondra à la fin. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, donc bien sûr, le replay sera disponible. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rester toute la réunion ou qui n'ont pas pu se connecter, la réunion est enregistrée et on la publiera sur le site internet du programme à côté. Donc, vous pourrez totalement regarder à nouveau ce webinaire. Marie, si tu veux passer la slide. Donc, comme je disais rapidement, deux, trois petits mots sur le programme à côté. Donc, c'est un programme C2E qui a été lancé en 2019. L'objectif, c'est de massifier le covoiturage du quotidien dans les territoires peu denses. Donc, c'est un programme qui se déploie en plusieurs phases. Donc, on a d'abord une phase de sensibilisation. L'objectif, ça va être d'intervenir dans les collectivités pour sensibiliser aux enjeux du covoiturage du quotidien, que ce soit auprès des élus ou auprès des techniciens. Et du coup, voilà, d'expliquer le covoiturage, comment ça fonctionne, notamment le covoiturage par ligne, donc qui est le type de covoiturage qui est utilisé dans le cadre du programme. Ensuite, une fois qu'on a fait cette phase de sensibilisation, on peut commencer la co-construction de lignes de covoiturage. Donc, on va mettre en place un suivi opérationnel pour accompagner les collectivités à développer cette nouvelle solution sur leur territoire. Et donc, on va co-construire des lignes en récoltant l'avis et les habitudes des habitants du territoire afin de co-construire des lignes qui répondent donc, aux besoins effectivement du territoire. Et ensuite, on a tout un enjeu autour de la création d'un réseau d'acteurs. Donc, le programme à côté, on a une newsletter, on développe des clubs mobilité, on fait aussi des journées d'études dans les territoires. Voilà, l'objectif, c'est de sensibiliser à la fin du programme, donc, qui originellement devrait durer 3 ans et qui a été prolongé jusqu'à fin 2024, fin 2023, pardon. Avoir sensibilisé plus de 25 000 élus et fonctionnaires aux intérêts du covoiturage et d'être parvenu à développer 100 lignes de covoiturage en 3 ans, du coup, dans les territoires peu denses. J'entends qu'il y a encore des micros allumés. Si vous pouvez couper vos micros, ça serait parfait. Qu'attendez-vous par covoiturage par ligne? J'y réponds rapidement pour que ça soit plus facile ensuite, mais Marie va revenir de toute façon sur le Oui, je vais concept. revenir dessus. Ok, super. Du coup, on commence donc en termes de comment va se dérouler la réunion. Donc, Marie, qui est là, CEO de la Rouverte, va commencer par vous présenter le concept des lignes de covoiturage, comment se passe la co-construction et surtout l'expérimentation de ces lignes et faire un premier bilan. Parce qu'aujourd'hui, on a des lignes qui ont été expérimentées et qui fonctionnent dans certains territoires. Et ensuite, il y aura l'intervention de Maxime, de la directeur de la mobilité au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui du coup vous fera un retour d'expérience sur la co-construction des lignes au sein du territoire. Voilà, Marie, tu peux y aller. À moi. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je suis Marie Marthez, je suis directrice de la société La Rouverte et on est spécialisé depuis 15 ans dans le développement du covoiturage domicile-travail. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un retour d'expérience sur les 11 premières lignes de covoiturage qui ont été lancées entre janvier et mai 2022. Un bref rappel de ce que c'est qu'une ligne de covoiturage. C'est un service de mobilité qui est en quelque sorte un mix entre bus et covoiturage,
Il y a des arrêts fixes qui matérialisent des points de rencontre entre conducteurs et passagers, et les conducteurs empruntent la ligne pour prendre et déposer les passagers aux arrêts. Donc, sous cette appellation de ligne, il peut y avoir vraiment toutes sortes de mises en œuvre, avec un usage spontané ou planifié, avec ou sans mobilier urbain, avec ou sans service additionnel, par exemple des garanties pour les passagers, des incitations pour les conducteurs, une assistance multicanale, enfin des services comme ça, et avec ou sans service numérique de mise en relation. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez couper vos... Enfin, je crois qu'il y a encore des micros ouverts, donc je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais poursuivre. D'abord, quelques éléments de contexte pour vous permettre d'apprécier ce qui va suivre à sa juste mesure. Aujourd'hui, il s'agit de vous mettre en transparence des éléments tirés d'une première boucle d'expérimentation qui a eu lieu sur les 5 premiers mois de cette année 2022 et dans un contexte particulier, puisqu'on est dans le déploiement d'une innovation d'usage, parce que se déplacer au moyen d'une ligne de covoiturage, aujourd'hui, c'est plutôt méconnu du grand public. Les personnes connaissent le tram, le bus, le train, Blablacar, le vélo, mais pas la ligne de covoiturage. Et puis, contexte un peu particulier aussi parce qu'on a eu le Covid et que ça a interrompu pendant 2 ans une dynamique d'expérimentation qui était tout juste naissante. Donc, ce contexte fait qu'à ce stade, on ne dispose pas encore de repères qui permettent de dire une ligne de covoiturage déployée ainsi sur tel type de bassin de mobilité, ça donnera tel résultat. Ça, par opposition avec des services beaucoup plus matures, sur lesquels il y a eu une répétition de mise en œuvre sur une durée longue, comme par exemple mettre en place une ligne de tram ou de car. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'info pérenne que je vais donner, mais c'est un point d'étape avec des tendances et des hypothèses qui seront confirmées ou infirmées lors des prochaines boucles d'expérimentation. Alors, une petite allégorie de ce que je viens d'expliquer, qu'on retrouve souvent dans l'innovation. Donc, à gauche, c'est ce que j'avais prévu. À droite, c'est ce qui s'est réellement passé. Et ça illustre tout à fait ce qu'on a à vivre dès lors qu'on déploie des lignes de covoiturage. Du coup, ce sont des projets qui, au niveau méthodologique, ont besoin d'une grande agilité dans leur déploiement. C'est pour ça qu'on a proposé, dans le cadre du programme, une méthodologie incrémentale qui est centrée sur l'usage et surtout qui permet aux collectivités d'engager des moyens progressivement en fonction des résultats constatés sur des petits jalons de mise en œuvre. Je vous les résume parce que c'est nécessaire pour bien comprendre les informations que je vous partagerai ensuite sur les lignes déployées. Donc, ce qui se passe avant l'expérimentation, pendant les 2 à 4 premiers mois du projet, on co-construit la ligne avec les habitants. Donc, l'idée, c'est d'une part de définir la ligne sur la base des besoins exprimés et d'autre part de commencer à créer une communauté en amont du lancement. Ensuite, pendant 2 à 4 mois, il y a un temps d'analyse des résultats et de validation et de préparation du lancement. Et puis ensuite, la ligne est lancée en expérimentation et là encore, on a plusieurs phases. D'abord, une phase qui va durer 2 à 6 semaines. C'est la phase dite de mobilisation des conducteurs. C'est une phase d'amorçage qui consiste à inciter les conducteurs à utiliser la ligne afin de disposer d'une offre pour les passagers. C'est une phase cruciale pour le succès de la ligne parce que s'il n'y a pas de conducteurs, il n'y a pas d'offre. Donc en fait, il n'y a rien à proposer aux passagers. Et puis au terme de cette phase, il y a analyse de la dynamique avec décision de poursuite ou non. Et si la mobilisation des conducteurs reste faible après plusieurs semaines de communication, forcément, ça interroge sur le fait de poursuivre parce que c'est du temps et de l'argent et il y a la possibilité que finalement ce qui est proposé ne corresponde pas aux besoins de mobilité des habitants. En cas de succès, la suite, c'est l'ouverture de la ligne aux passagers. Et au terme des 3 premiers mois, il y a de nouveau analyse de la dynamique avec décision de poursuite selon les premiers résultats. Il peut aussi être décidé à cette étape d'arrêter le service. Donc là, vous allez me dire, oui, mais bon, du coup, on regarde quoi exactement pour juger de si ça marche ou pas et si ça vaut le coup de continuer le projet?
Et ben, c'est là la difficulté, puisqu'on ne dispose pas encore de données de référence qui pourraient permettre d'apprécier une réalité et de prendre des décisions. On avait bien commencé à créer des repères avant le Covid, mais bon, ils sont plus valables. Et du coup, c'est par les expérimentations qui débutent actuellement que le référentiel est en train d'être construit. Hem, alors, on a peu de repères métiers sur le déploiement de lignes de covoiturage, mais en revanche, on en a sur le déploiement d'une innovation, parce que, la dynamique d'adoption de l'innovation par le public a été théorisée par un sociologue statisticien américain nommé Everett Rogers, ce qui va nous aider. Alors, cette théorie, elle est résumée par ce graphique. Ça, c'est la courbe d'adoption d'une innovation par le public visé. Alors, en quoi c'est intéressant pour nous? Eh ben, ça va nous donner des repères en termes de dynamique attendue. Si on transpose, le déploiement d'une ligne à ce graphique d'adoption, la partie expérimentale, elle se trouve au tout début de cette courbe. Et ce qu'on voit, c'est qu'au départ, l'adoption est faible parce qu'elle concerne que plutôt des profils de public, enfin, avant-gardistes qui sont prêts à prendre le risque de se lancer dans l'inconnu. Et vient ensuite, une accélération de l'adoption par la masse quand le service devient, légitime, parce qu'il a fait concrètement ses preuves et puis à la fin, on a les personnes les plus, sceptiques qui viennent une fois que l'adoption s'est généralisée. Avec notre expérimentation initiale du Vercors, qui avait eu lieu pré-Covid, on a pu vérifier cette dynamique-là, parce qu'en juin 2017, on avait environ 50 inscrits. À plus 3 mois, on en avait 150, à plus 6 mois, 200, à plus 18 mois, 300 et aujourd'hui, on en a 500. Donc il y a un rapport de 1 à 10 entre la population adhérant au service au démarrage et aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour expliquer 2 choses. D'abord, que les critères qu'on va examiner, pour déterminer le succès ou non d'une ligne, ils varient selon la phase de maturité, dans laquelle la ligne est. Et puis, une seconde chose, c'est que dans cette période d'amorçage, si on apprécie le succès d'une ligne uniquement par le nombre d'adeptes en valeur, bah, on pourrait être amené à arrêter un service qui, en fait, pourrait rencontrer son public. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur nos lignes? Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué, les phases de déploiement, d'expérimentation et notamment le fait qu'au départ, on a 2 jalons. Le premier qui est la mobilisation des conducteurs, au terme de laquelle il est décidé ou non de poursuivre et si oui, l'ouverture aux passagers. Alors je commence par celles qui sont dans la phase de mobilisation conducteur ou qui se sont arrêtées à ce stade. Là-bas, en termes de critères, qu'est-ce qu'on va regarder au terme de cette phase pour recommander ou non de poursuivre? Eh ben, tout simplement 2 critères. Le premier, c'est le nombre de conducteurs actifs et je parle bien d'actifs, c'est-à-dire, des conducteurs qui effectivement proposent leur siège, pas juste, des gens qui sont inscrits. Alors, évidemment, juste avant, j'ai dit qu'on ne pouvait pas juger de la pertinence d'un service uniquement par son nombre d'adoptants en valeur, mais bon, il faut un début d'adoption. S'il y a personne après plusieurs semaines, pour nous, clairement, il y a un problème et on ne peut pas préconiser à nos partenaires, de poursuivre tel quel et que, ça va bien se passer. Donc le premier indicateur, tout simplement, premier critère, le nombre de conducteurs actifs et le second, c'est le nombre d'horaires proposés aux passagers parce qu'au final, c'est ça qui va compter. Je vous donne un exemple. Si vous avez 10 conducteurs actifs et qui passent tous à 8 heures, pour votre offre de transport proposée aux passagers, bah, finalement, ça a moins de valeur que 3 conducteurs actifs qui passeraient à 8 heures, 8h15 et 8h30. Voilà, pour les 2 critères qu'on regarde au démarrage pour cette mobilisation conducteur. Alors en termes de points d'étape sur nos lignes, on a une ligne qui s'est arrêtée, pour cause d'adoption trop faible, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de conducteurs actifs. Et en ce moment, on a 4 lignes qui sont dans cette phase de mobilisation conducteur et pour ces lignes, le pronostic est à ce jour, incertain. Il y a une dynamique d'inscription qui est là, et on a des conducteurs qui commencent tout juste à s'activer. Donc et là, il faut voir comment ça évolue. On a également, 6 lignes qui ont été ouvertes aux passagers et qui sont donc au jalon suivant. Donc là, à ce stade, qu'est-ce qu'on va regarder? 3 critères. D'abord, on va regarder le nombre de voyages passagers. Ça, c'est pareil que pour les conducteurs, il faut qu'on puisse constater un début d'usage.
Vous imaginez bien qu'une ligne de covoiturage qui n'attire que des conducteurs, ça va être comme une ligne de bus avec 0 voyageur, c'est pas très utile. On va regarder aussi la fréquence des voyages parce que ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait des passagers transportés tous les jours et qu'on soit sur une dynamique de croissance d'usage, même si au départ elle peut être faible, il faut qu'il y ait cette dynamique. Et puis évidemment, on va quand même continuer à regarder la dynamique de l'offre conducteur. Là aussi, ce qu'on va rechercher, c'est une croissance des conducteurs actifs qui va se traduire par un choix d'horaire plus étoffé pour les passagers. Voilà. Alors, au regard de ces critères, sur les 6 lignes qu'on a actuellement ouvertes aux passagers, on a 4 lignes avec un bon pronostic parce qu'il y a à la fois une fréquence de conducteurs qui donne du choix aux passagers, il y a aussi un usage passager en amorce et il y a une dynamique d'usage qui est à la hausse. Et puis, on a 2 lignes au pronostic incertain en raison d'un usage conducteur qui reste trop faible et d'une absence à ce stade de voyage passager. Pour autant, c'est trop tôt pour préconiser l'arrêt parce qu'il y a quelques semaines d'expérimentation et que les communications de lancement n'ont pas fini d'être déployées. Avant de poursuivre sur les hypothèses qu'on formule autour de ces résultats, je voudrais expliciter quand même les critères qui ne sont pas examinés à ce stade, parce que c'est prématuré et qui sont donc examinés plus tard chez nous, au terme de plusieurs mois d'expérimentation. Il y a le taux de remplissage des véhicules, il y a l'équilibre de la communauté, parce que si par exemple vous avez 300 conducteurs pour transporter 10 passagers et que vous mettez des incitatifs dessus, bah, vous allez logiquement vous poser la question de l'efficience du service, tout simplement. Et puis, bien sûr, le coût du service rapporté au kilomètre voyageur. Si le service coûte à la collectivité 2 fois plus cher au kilomètre voyageur qu'une ligne de car, il est quand même probable que la ligne de covoiturage ne soit pas le service le plus adéquat sur l'axe desservi. Voilà, mais ça, c'est trop tôt à l'ouverture de la ligne aux passagers. On regarde plusieurs mois plus tard. Voilà, donc maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est évidemment, bah, et pourquoi ça s'amorce bien sur certaines lignes et pas sur d'autres? Et oui. Et bien là, on a émis un certain nombre d'hypothèses en examinant les données, en regardant si on a des tendances qui se dégagent, sachant que c'est le même service qui est déployé sur l'ensemble de nos lignes. Donc en fait, ce sont les mêmes avantages qui sont proposés aux utilisateurs, ce qui nous permet de faire des comparaisons. Donc, on a ici 3 catégories de données qu'on a examinées. Celles qui concernent la typologie du terrain d'expérimentation, celles qui concernent le process de déploiement et celles qui concernent la communication. Alors, on va commencer par la typologie du terrain. On a examiné d'abord la longueur de la ligne. On avait, nous, la Rouverte, la croyance que c'était un facteur d'influence important, c'est-à-dire la logique, c'était plus la distance est longue et plus les trajets du quotidien pèsent sur le portefeuille. Et en fait, en réalité, la ligne qu'on a arrêtée, bah, c'était la plus longue, elle faisait 40 km. Et dans les lignes qui ont un pronostic favorable, bah, il y en a qui font 14 km. Donc à ce stade, dire que plus la ligne est longue, plus elle a de chances de succès, c'est faux. On a regardé aussi, ce qu'on appelle chez nous le flux de navetteurs théoriques. Alors, là, il y a une donnée INSEE qu'on examine pour se donner un repère sur le potentiel avant la co-construction, donc vraiment en amont. C'est le nombre de personnes qui habitent dans la commune d'origine et qui travaillent dans la commune de destination. Et je dis bien que c'est un repère parce que c'est loin de représenter toute la population cible. Il faudrait pour ça ajouter les navetteurs qui sont non salariés, donc les indépendants, les étudiants, les utilisateurs occasionnels, et puis et tous les flux qui viennent des communes de rabattement. Alors, cette donnée, même si ça n'est qu'un repère, comme je viens de le dire, elle semble avoir une influence. La ligne qui a été arrêtée, cette donnée, elle était environ à 200 personnes. Pour les lignes qui ont un meilleur pronostic, on est au-dessus de 300 personnes lorsqu'il y a un corridor de circulation, et une absence de transport en commun ou un transport à faible cadence. S'il y a éclatement du flux ou que la ligne vient en renfort d'un transport en commun fréquenté, il est probable que 300 même ce soit un repère insuffisant, sans qu'on puisse encore à ce stade, l'affirmer.
Et un autre critère qu'on a examiné, c'est l'éclatement du flux, c'est-à-dire c'est une problématique qui se présente surtout pour les lignes au départ et ou à l'arrivée de grandes agglomérations, parce qu'il y a une multitude d'itinéraires. Or, vous savez bien que le covoiturage nécessite qu'un nombre minimum d'utilisateurs ait un trajet compatible en termes d'origine-destination. Et en plus, dans le covoiturage du quotidien, la tolérance au détour est très faible. Pour autant, pour nous, le service peut fonctionner, à condition d'avoir en bordure d'agglomération, sur les itinéraires naturels des conducteurs, des pôles multimodaux avec des transports en commun structurants et une dépose minute covoiturage. Et des lieux qui réunissent ces 3 critères finalement, sont encore, peu développés et on fait l'hypothèse que, sur cette ligne qui a fermé, ça a joué. Celles dont le pronostic est encourageant rabattent vers ce type de lieu ou, vers une petite communauté d'agglos. Voilà. Alors on a examiné d'autres critères socio-économiques, sur le territoire sans trouver à ce stade de tendance marquée, hein. Le revenu moyen sur le bassin de vie, le vote, est-ce qu'il y a du vote écolo, le tissu associatif, là on n'est pas en mesure de donner des tendances là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la typologie du terrain et on a aussi examiné d'autres données issues de notre process. On a examiné, par exemple, le nombre de contributeurs. Alors, rappelez-vous, avant l'expérimentation, on a une phase de co-construction qui vise à récolter les attentes des habitants. Donc, en sortie de cette phase, on a ce qu'on appelle des contributeurs. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que plus il y a de contributeurs, plus on a de chances que la ligne s'amorce bien? Eh bien, à ce stade, la corrélation n'est pas établie. Sur la ligne qu'on a arrêtée, on avait plus de contributeurs que sur celles qui ont un pronostic favorable. Donc en tant que critère isolé, aujourd'hui, c'est pas significatif. On a regardé aussi le nombre d'inscrits, voilà. Même chose que pour, les contributeurs, hein, on peut se dire, plus il y a d'inscrits, mieux l'amorce, va se faire. Là aussi, c'est pas forcément significatif, même si bien sûr, il faut un nombre minimal d'inscrits pour démarrer. Mais les lignes qui ont un bon pronostic, elles ont démarré avec moins d'inscrits que celle qui a été arrêtée. 50 contre le double à peu près. Donc ça peut s'expliquer, hein, parmi les inscrits, on peut avoir des curieux, on peut avoir des personnes qui en réalité font très peu le trajet, voire pas du tout, mais qui veulent encourager le projet, voilà. En tout cas, ça ne nous permet pas de marquer une tendance. On a regardé aussi dans notre process, la durée entre les premières communications et l'ouverture de la ligne. Là, il semble avoir une incidence, c'est-à-dire que plus on fait patienter les personnes qui ont contribué, en co-construction, moins elles semblent enclines à utiliser la ligne à l'ouverture et donc moins l'effort de pré-communication est efficace. On l'observe à ce qu'on appelle dans un jargon un peu marketing, les taux de conversion. C'est-à-dire, en fait, c'est le pourcentage de personnes qui ont contribué et qui ensuite s'inscrivent et essayent le service à son ouverture. Donc, si je résume ça, communiquer en amont sur l'ouverture, future d'un service, ça aide à créer une communauté, mais trop en amont, on perd cette communauté. Donc, ce qui se dégage en tendance à ce stade, c'est qu'à partir du moment où on parle du projet au public, il y a intérêt à ce que l'ouverture se fasse, 6 mois plus tard. On a examiné aussi la période de lancement. Alors bon, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, mais évidemment quand on vise un public de navetteurs, si on veut un amorçage réussi, vaut mieux communiquer quand le plus de personnes travaillent et qu'il y a pas de pic pandémique. Et finalement, les fenêtres de tir sont assez minces. Ça a son importance. Pourquoi? Parce que si l'amorçage est raté, le service, il prend une étiquette de, il y a quelque chose qui marche pas et donc ça n'attire pas de nouveaux inscrits et donc c'est une spirale négative. La ligne qu'on a fermée, on l'avait lancée en novembre 2021 et juste après, il y a eu la vague de covid, il y a eu Noël, bon voilà, on pense que ça n'a pas aidé. Et puis voilà, on a, bon, sur la communication, on a nombre d'hypothèses. On va dire celle qui a donné une tendance, c'est le ciblage. C'est-à-dire qu'on a amélioré nos pratiques en termes de ciblage géographique et de messages délivrés pour vraiment cibler spécifiquement les navetteurs dont le trajet est compatible au tracé de ligne. Par opposition à une communication qui pourrait être très globale et du coup, beaucoup moins ciblée sur ces personnes.
Donc grâce à ça, notre taux d'activation dont je parlais tout à l'heure s'est amélioré, globalement. C'est-à-dire qu'on a une plus grande part des inscrits qui sont effectivement devenus des utilisateurs. Vous savez ce qu'on dit en communication, hein, quand on veut parler à tout le monde, on parle en fait à personne et c'est un peu, ce que nos données, nous disent, sur cette hypothèse-là. Voilà. À ce stade, ce qu'on n'a pas examiné parce que c'est trop récent, c'est l'impact de la hausse du prix de l'énergie. Et voilà, je m'arrête là parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Je veux laisser la place à Maxime et puis ensuite je vais laisser de la place pour les questions. Merci beaucoup. Donc je vais arrêter le partage pour que Maxime, tu puisses, projeter ta partie. Est-ce que c'est bon? J'ai relâché là? Oui. Alors, Merci. j'avais pas prévu moi spécialement de faire le Ah, partage. Sinon, alors je peux je veux repartager, hein. ouais, je veux bien que tu passes les diapos quand même, parce que dans le doute, déjà vous m'entendez, c'est déjà une bonne chose. Je reviens. Est-ce que tout le monde me voit? Voilà. Voilà, super. Donc je me présente, je suis Cronier Maxime, directeur du service mobilité, de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc voilà, nous avons 3 lignes illicoves en expérimentation sur notre territoire. Donc je vais vous faire une petite présentation du territoire. Tu peux passer, Marie. Donc l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, c'est une agglomération qui comporte 80 communes pour 80 000 habitants. On est situé donc, dans le Grand Est, dans le département des Vosges. L'agglomération, c'est, une, com d'agglo qui a fusionné, 6 anciennes, Comcom. C'est un territoire qui est relativement rural et montagneux qui, voilà, on a diverses, vallées sur le territoire, dont des grands axes routiers. Une ville-centre, Saint-Dié-des-Vosges, donc c'est la sous-préfecture du département avec 20 000 habitants. C'est là où on va retrouver la majeure partie des emplois, le secteur économique, le secteur, commercial, enfin toutes les activités, même si c'est pas tout à fait vrai, mais la majeure partie se situe au centre de l'agglomération à Saint-Dié. On est un territoire où, la population se déplace pour majeure partie en voiture, tout seul. Donc parce que plus de 90 des déplacements sont effectués en voiture, hein, voilà, donc c'est vraiment un territoire tout voiture où on essaye vraiment, de travailler jour après jour sur divers projets, pour changer les habitudes, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour finir, pour parler de la population, donc 80 000 habitants en moyenne, ça décroît progressivement. On a une population qui est majoritairement vieillissante et une population active qui se heurte parfois à un mur pour trouver un emploi. Voilà pour les caractéristiques du territoire. Donc, pour en fait, proposer à une partie de la population, de rejoindre Saint-Dié-des-Vosges pour aller travailler, pour rejoindre le bassin d'emploi, il a été proposé, 3 lignes de covoiturage illicoves qui font 17 kilomètres de long chacune. Donc une, qui part du nord de Raon-l'Étape pour aller à Saint-Dié et une qui part du sud pour partir de Hanould et aller à Saint-Dié. Alors là, on voit que 2 lignes, mais en fait, il y a une troisième ligne. En fait, on a 2 arrêts sur Saint-Dié-des-Vosges. On a un arrêt, au niveau d'un centre commercial et un centre, économique qui est plutôt en périphérie et un autre arrêt qui est situé vraiment au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis Raon-l'Étape, un conducteur va naturellement passer devant les 2 arrêts. Depuis Hanould, les conducteurs vont soit aller en périphérie, soit aller en centre-ville. Donc on a 2 départs, depuis Hanould. Donc 3 lignes avec, donc qui ont été identifiés, comme l'a dit Marie, suite à une première enquête et une concertation un peu des habitants, sur la plateforme Illikov. On a identifié en fait ces 3 lignes, ce qui répondait un peu au diagnostic qui avait été fait, par la Rouverte où on avait identifié plus de 300 nafteurs sur chaque axe. C'est pas une surprise parce que cet axe-là, c'est l'axe structurant de l'agglomération. On y retrouve également une ligne, de TER depuis, Raon-l'Étape, enfin ça fait, Saint-Dié-des-Vosges direction Nancy et des lignes d'autocars, régionales et interurbains. Voilà, donc c'est l'axe, vraiment structurant de l'agglo. Tu peux passer Marie. Alors, pour préparer ensuite, vraiment le projet avec tout le monde, notamment les élus, parce qu'on a fait ça un petit peu dans notre coin suite à l'enquête. On a expliqué le projet, aux élus, notamment aux maires des communes concernées. On est venu les voir en leur disant: «Bah, voilà, on a la possibilité de mettre en place un nouveau service de mobilité». C'était pas forcément très simple
à communiquer dessus, à expliquer exactement ce que c'était, parce que c'est pas tout à fait effectivement une ligne de bus ou un covoiturage, c'est quelque chose un peu différent. Mais on a pris le temps d'expliquer les choses et de dire que de toute façon, ça ne coûtait rien à la commune de mettre en place ces lignes de covoiturage et c'est simplement un service mis en place pour leur population. Donc les élus ont bien apprécié la démarche et ont accueilli le projet à bras ouverts. On a travaillé ensemble en fait sur les arrêts notamment, les arrêts de récupération des passagers sur Ahon et Anould ou de dépose le soir. Où est-ce qu'on va les mettre? Quelle signalisation on va mettre? Et donc voilà, ça c'est un travail qui a été fait sur le terrain, qui a été fait par moi-même ou le PU de la Déodacie, un agent du pays de la Déodacie, donc c'est le PETR du territoire. Et voilà, un travail qui s'est fait tous ensemble. Et maintenant, on a une signalisation temporaire sur chaque arrêt et les élus qui communiquent via leurs journaux, via des flyers en mairie, lors d'événements, ce genre de choses. Ils partagent notre communication. Voilà, Marie. Donc actuellement, le lancement en fait a vraiment été fait fin mars. Donc c'est la première phase de lancement, c'était l'ouverture aux conducteurs. Cette phase-là a duré 1 mois parce que de nombreux conducteurs se sont inscrits en fait sur nos lignes, ce qui a pu nous amener en fait à ouvrir ensuite les lignes à tout le monde, notamment aux passagers. Donc là, ça fait 1 mois qu'on est ouvert aux passagers. Les lignes sont ouvertes depuis 2 mois et maintenant on peut regarder ce qui s'y passe. Donc on travaille avec la roue verte pour regarder les usages à peu près tous les 10 jours. Moi, personnellement, j'ai accès aux données. Je vois ce qui s'y passe tous les jours. Là, on est vraiment en train d'essayer d'aller chercher des passagers, parce que des conducteurs, il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal sur 2 des lignes. Sur une des lignes, elle n'a pas l'air de trop bien fonctionner, mais ça, voilà, on va pouvoir en discuter un peu après. Là, on est vraiment dans la phase aller chercher les passagers. Donc pour ce faire, c'est ce qu'on a identifié et ben, on doit communiquer tous ensemble. La roue verte envoie des courriels, l'agglomération a fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube qui est diffusée aux entreprises locales, aux agents de la collectivité. Le Pays de la Déodacie a fait des spots radio, ce genre de choses. On communique de manière ponctuelle et ciblée. Voilà pour le suivi. Simplement pour dire tu peux passer Marie. Donc le suivi est en cours. Nous ici, on n'aura pas de ligne de covoiturage pendant les vacances scolaires parce que voilà, il faut un minimum de conducteurs. Donc le bilan va pouvoir se faire au bout de 4 mois, c'est-à-dire à fin septembre. On verra ce qu'on fera derrière. Est-ce qu'on pourra se dire, bon, bah, il faut modifier la ligne parce qu'elle ne fonctionne pas, il faut modifier l'arrêt de destination, l'arrêt de départ. Est-ce qu'il faut rajouter un arrêt intermédiaire parce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il faut déplacer la ligne, en créer une nouvelle? Voilà, pour l'instant, c'est les perspectives. On reste optimiste. Les passagers arrivent petit à petit et on charge la communication dès qu'on peut. Et puis voilà. Voilà. Je reste disponible pour répondre à vos questions maintenant. Merci Maxime. Du coup, il y a eu quelques questions dans le chat, Marie. Avant de prendre les questions, je tiens juste à préciser que du coup, ce webinaire était plutôt destiné à la deuxième phase du programme, donc vraiment faire le bilan des premières lignes. Pour les gens qui ne connaissaient pas forcément le programme à côté, c'est peut-être pas toujours très clair. N'hésitez pas à aller sur le site, vous pourrez retrouver du coup plein d'explications sur le programme et le replay du premier webinaire qu'on avait fait. Du coup, dans ce premier webinaire, on abordait plutôt les premières phases du programme avec notamment la sensibilisation et la phase de co-construction, donc pour co-construire ces lignes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en live à les poser, Marie et Maxime pourront y répondre. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aller voir les anciens webinaires pour mieux comprendre tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Du coup, Marie, je te laisse peut-être remonter et prendre les premières questions de ton intervention. Ton micro est éteint, hein, on t'entend pas. Pardon, je parlais toute seule comme ça. Et donc, je disais que je suis en train de les découvrir parce que du coup, comme je faisais l'intervention, moi, je n'ai pas regardé les questions en même temps. Alors,
qu'attendez-vous covoiturage par ligne? Alors ça, je pense que je l'ai défini au début du webinaire. C'est une question de Monsieur Christian Desroches. Est-ce que c'était clair ce que j'expliquais en début de webinaire là-dessus? Bon, je ne sais pas, Oui, ça a été répondu Ah oui, positivement dans moi le je suis chat. au début de la ligne. OK. Désolée, là, voilà, il est important de rappeler la notion de compétence mobilité, donc ça, c'est pas une question. Le support PowerPoint sera-t-il transmis? Je suppose que oui. Voilà, c'est 200. Alors monsieur Christian Desroches qui demande c'est 200 ou 300 personnes par jour. Alors attention, c'est pas nécessairement des personnes qui sont sur la route. C'est un repère, je parlais d'un repère de données INSEE de personnes qui habitent dans une commune et travaillent dans une autre. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous les retrouver sur la route tous les jours, hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de repères, parce que déjà, il y en a peut-être qui travaillent à temps partiel. Ensuite, il y a des vacances, il y a des arrêts maladie. Donc, il ne faut pas se dire que parce que cette donnée INSEE dit 300 personnes, tous les jours, il y a 300 personnes qui font l'aller-retour. Il faut vraiment le prendre en tant que repère. Est-ce que les mineurs peuvent utiliser le service? Alors nous, là-dessus, on s'est basé sur vraiment les recommandations de notre juridique, parce que c'est en lien avec un certain niveau d'autonomie qui permet à l'enfant de se dire oui, ok, c'est une voiture illico, il y a le sticker, etc. Donc nous, la recommandation qui a été faite par le juridique et qu'on a suivie, c'est ok pour les mineurs, mais au-dessus de 15 ans, pas en dessous. Parce que avant, voilà, le juridique estime qu'ils n'ont pas toute la capacité de suivre les consignes et notamment de sécurité. Et puis pour les mineurs, donc de 15 à 18 ans, on demande une autorisation parentale. Ça, c'est pareil, c'est une question de légal. Ensuite, pourriez-vous revenir sur les OD ayant plus de chances des réussites entre quel type de territoire? Alors ça, c'est vraiment justement le retour que j'ai fait sur la typologie du terrain. Disons que je ne sais pas comment l'expliquer autrement de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est un croisement là entre le flux théorique, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, pour que les équipages puissent se former, il faut qu'il y ait quand même un minimum de personnes, d'où le repère du chiffre INSEE, et puis l'éclatement du flux, donc, et puis les infrastructures en fait, c'est-à-dire que rabattre vers une agglo, normalement, ça va provoquer un éclatement du flux qui va d'autant diminuer le potentiel de covoiturage, sauf si évidemment le flux est très important, auquel cas, même s'il est éclaté, il reste quand même important sur les points d'entrée. Mais surtout, est-ce qu'il y a une infrastructure de rabattement? On a une ligne en rabattement vers Grenoble qui fonctionne très bien, mais vraiment, en toute entrée, il y a un point multimodal avec une ligne de tram, 2 lignes structurantes de bus, un parking, un point pour une box à vélo. Donc, alors que si on est sur une agglo sur lequel il n'y a pas ce type d'infrastructure, tout le monde va chercher à rejoindre en fait son lieu de destination au volant de sa voiture, et du coup, il y a un éclatement qui va perdurer jusque dans la ville. Alors que si en entrée de ville, on a la bonne infrastructure, alors les gens, logiquement, surtout si c'est embouteillé, vont s'y arrêter. Certains pour poser la voiture, d'autres pour continuer en voiture, mais en fait, ça ne leur demande pas de détour, donc ils acceptent de déposer des passagers qui, eux, acceptent d'être passagers justement parce qu'il y a les transports en commun et qui peuvent rejoindre le lieu de destination. En fait, là, il n'y a rien de très nouveau sur le sujet du dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est la même problématique que les transports en commun. À un moment, on va se poser la question pour mettre en place une ligne et surtout pour les donner les chances de succès comment les gens font le dernier kilomètre. Et pour une ligne de covoiturage qui reprend le paradigme du bus sur la notion d'arrêt, c'est la même problématique. Avez-vous des exemples réussis en milieu très rural? Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle très rural. C'est vrai que dans la notion de zone peu dense, zone rurale, ça peut renvoyer à beaucoup de situations. Encore une fois, pour nous, c'est vraiment une question de flux. Donc, en milieu
très rural, s'il y a une attractivité, par exemple, d'un pôle métropolitain ou d'une agglo, bah, on va pouvoir faire quelque chose, même sur des zones qui sont peu denses, parce que finalement, on a assez de voitures sur le corridor. Mais si c'est zone rurale avec un éclatement des origines-destinations, avec des faibles flux, il y a certainement des solutions de mobilité, mais clairement, la ligne de covoiturage ne sera pas la solution qui va convenir. Voilà. Alors, comment se calcule l'indemnité kilométrique? Là, je ne suis pas sûre d'avoir compris cette question. Est-ce que c'est l'indemnité qui est versée au conducteur pour chaque passager qu'il prend? Alors, je vois pas les réponses en bas. Oui, c'est ça. En fait, bah, elle se calcule sur la base d'un. On regarde le kilométrage de ligne. On prend en fait enfin, alors déjà, c'est quand même encadré légalement, donc de toute façon, il y a un plafond au-delà duquel on n'a pas le droit d'aller. Et puis ensuite, bah, on va faire on va dire un calcul qui va être aussi fonction du coût de l'essence. Avant la hausse du prix de l'énergie, et puis ça dépend aussi, il y a le kilométrage de ligne, il y a le prix de l'essence, et puis est-ce qu'il y a des péages? Parce que s'il y a un péage et que tout le monde prend de la route à péage, les conducteurs, ce qu'ils vont attendre, c'est du partage de frais, hein, donc ils vont aussi attendre de partager le coût du péage. Mais admettons qu'il n'y a pas de péage, on est sur une ligne, on regarde le kilométrage de ligne, on regarde le prix de l'essence et on calcule un juste partage des frais pour qu'il reste quand même une part au conducteur. Donc avant le Covid, on était à environ entre 5 et 10 centimes du kilomètre, voilà, pour l'indemnité. Et là, bon, bah, c'est quelque chose qui est à réévaluer en fait avec la nouvelle donne. Avez-vous des ordres de grandeur de coûts de prestations Illikov et Rouverte? Oui, alors là, je suis un peu gênée parce qu'en fait, du coup, cette intervention, en tout cas, elle se fait dans le cadre du programme à côté, parce qu'on est là pour faire un retour de ce qui s'est fait dans ce contexte. Et pour ceux qui connaissent le programme, en fait, il y a une subvention qui fait que les frais de mise en place sont pris en charge la première année. Ensuite, il y a une participation de la collectivité qui est progressive jusqu'à la fin 2023, à laquelle il n'y a plus de subvention. Alors après, pour le coup, post-programme, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question à laquelle il est difficile de répondre là et de donner une info qui va perdurer parce que tout simplement, ça dépend tellement du niveau de service qui est mis en place. C'est-à-dire que je vous avais expliqué vraiment au tout début qu'il y avait une ligne de covoiturage, on pouvait voilà, la décliner avec ou sans offre de service, avec ou sans mobilier urbain, voilà, avec ou sans assistance multicanale. Et en fait, c'est ça qui va constituer la majeure partie des coûts. Donc aujourd'hui, vous donnez un ordre de prix sans l'associer à un niveau de service, ça voudrait tout et rien dire. Ce qui coûte sur les projets, on va dire là où vraiment il y a quelque chose à réfléchir sur ce niveau de service, c'est ce qui est en lien avec les garanties proposées aux passagers. Voilà. Donc, qui vont englober, est-ce que s'il y a un conducteur qui se désiste ou manque de conducteur, on envoie un taxi? Quelle plage horaire d'assistance aussi? Parce que si on est sur des horaires de nuit, bah, du coup, ça va coûter plus cher que si on est sur des horaires de jour. Donc, vraiment, et là, du coup, il peut y avoir une grande amplitude selon le niveau de service donné. Et en plus, ça dépend aussi du kilométrage de la ligne. Parce que forcément, plus la ligne est longue, plus ça va augmenter les coûts du projet, notamment, et en plus, il y a des questions de garantie, parce que bah, le taxi, si on le paye sur 40 km, c'est pas le même prix que sur 20 km. Voilà. Donc, bon, ça s'étudie, on va dire, dans des conversations où on a un petit peu de repères sur ce que souhaite mettre en place le territoire.
Pourquoi arrêter pendant les vacances scolaires? C'est ce qu'a dit Maxime, tout à l'heure. En fait, alors sur le programme à côté, on met en place des lignes justement qui ont un niveau de service et notamment un niveau de garantie. Et pour pouvoir assumer ce niveau de garantie tout en restant quand même dans un cadre budgétaire, il nous faut un flux minimum de conducteurs. On ne peut pas se dire qu'on va envoyer un taxi pour la moitié des passagers. Et en fait, pendant les vacances scolaires, le flux de conducteurs, enfin en tout cas celles d'été qui sont quand même très suivies, le flux de conducteurs de notre expérience devient insuffisant pour vraiment transporter les passagers dans de bonnes conditions et à la fois respecter le cadre budgétaire du programme. Voilà. Et puis, les passagers doivent-ils être majeurs? Donc ça, j'ai déjà répondu. Ensuite, il y a une question pour, vous, Maxime. Comment avez-vous analysé le coût par passager de ce service par rapport aux autres types de transports gérés par la com d'agglo? Eh bah, pour l'instant, ça a pas vraiment été fait dans le sens où, voilà, c'est une expérimentation qui nous coûte ça coûte pas ça va pas coûter si cher pour expérimenter. On pourra vraiment faire un bilan en fonction du nombre de passagers qu'on aura, à la fin de l'année, par exemple, et remettre ça au coût, kilomètres voyageurs comme on peut faire avec, des une ligne de bus, par exemple. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Enfin, du moins, j'en ai pas les compétences. Oui, puis c'est en lien avec, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que justement ça, c'est des données qui sont examinées, après plusieurs mois d'expérimentation. Là, ça fait qu'1 mois que c'est ouvert aux passagers. Et effectivement, après on fait c'est à ce moment-là qu'on peut, au regard d'un usage constaté et de projections financières, pouvoir, donner des estimations, de coûts au kilomètre voyageur, une fois le programme terminé. Alors on en est où? Pourquoi arrêter pendant les vacances scolaires? Ça, j'avais déjà répondu. Pourquoi réaliser des lignes sur un axe TC carré-train? Alors, en soi, ce n'est pas un but. Il y a la mise en place de lignes peut avoir, plusieurs utilités, aux yeux d'une AOM. Le premier, bon, qui est le plus évident, c'est de créer, une offre de transport, alternative à la voiture solo, là où il y a pas de tout de transport. Mais pas que, parce qu'effectivement, il peut y avoir une volonté de doubler une ligne de train ou de transport en commun, pour pouvoir en fait, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est d'améliorer une fréquence. Si par exemple, il y a 2 départs de bus le matin, 2 le soir, on va pouvoir mettre la ligne en complément de ces horaires-là. Donc, après nous, on a un certain type de paramétrage qui permet justement de vraiment compléter, de ne pas être en concurrence. C'est-à-dire qu'aux heures où il y a pas de transport, on va proposer le covoiturage, puis aux heures où il y a le transport, on propose pas. Donc là, il y a du renfort, on va dire, de fréquence et il peut y avoir aussi une utilité, qui est du lissage d'effet de crête. Vous n'êtes pas, sans savoir, si vous avez déjà mis en place des lignes de bus, que, il y a le problème de: «Ah, c'est assez peu, fréquenté, hors horaire de pointe» et puis en horaire de pointe, tout d'un coup, il faut 4 bus parce que, il y a beaucoup de monde. Donc la ligne de covoiturage, dans ces cas-là, elle peut doubler un transport existant aux heures de pointe pour aller lisser un effet de crête et éviter d'avoir à remettre du bus sur vraiment, des horaires, particuliers d'heures de pointe, ce qui peut coûter assez cher, en fait, à la force publique. Hem, Combien de trajets en covoiturage, ça c'est pour Maxime, sont effectués en moyenne par jour sur les lignes de Saint-Dié? De mémoire, sur les 3 premières semaines, parce que j'avais fait une note à mon président, les 3 premières semaines, il y avait eu 23 passagers, sur les lignes, sachant que, bon, il y avait eu l'Ascension, oui, il me semble qu'il y avait eu l'Ascension à la Pentecôte à ce moment-là. Donc ça fait, on va dire 1 ou 2 passagers. Après on a une ligne où on n'a jamais eu de passagers. Cette ligne-là, bah, déjà on s'en doutait un petit peu. On avait émis des doutes. C'est la ligne, qui arrive en périphérie. Après voilà, c'est ce qui avait été identifié. On verra ce qu'on pourra en faire. Après sur les 2 autres lignes, sur les 3 premières semaines, il y avait 23 passagers. Maintenant, on est peut-être, depuis le 1er mai, on est à peu près sur les 2 lignes à 50 passagers, il me semble, de mémoire.
Après, voilà, c'est dur à moi, j'ai pas, je sais pas trop encore si c'est vraiment, bah, tout le temps les 2 mêmes passagers ou c'est, 10 passagers qui prennent ponctuellement. Ça peut changer l'analyse. OK, et après, il y a une autre partie de question auquel je peux répondre moi, qui sont-ils répertoriés sur le registre du covoiturage? Pas encore, mais c'est en cours on est en train de se brancher. Donc évidemment, les trajets, passagers, générés, par les projets du programme à côté, seront sur le registre de preuves de covoiturage. Comment avez-vous fait le ciblage lorsque vous parlez de communication? Alors, bah, il y a déjà une question de zone géographique, donc on va examiner un petit peu, enfin, si par exemple on cherche à «acquérir» entre guillemets des conducteurs, on va aller plutôt les chercher, en amont de la ligne, c'est-à-dire vraiment, autour sur la zone de chalandise en fait, de l'arrêt d'origine, et on va communiquer, assez localement. Si par exemple, on a des actions de print, donc affichage, tract et cetera, on va les faire dans ces communes-là, on va pas les faire dans toutes les communes du territoire. Il en est de même pour, les publicités, les régies en ligne, par exemple. Vous savez que si vous avez déjà un petit peu utilisé, par exemple, Google AdWords ou, Facebook, Ads ou des régies comme ça, on peut faire un ciblage, en fait, géographique. Donc c'est pareil, on va éviter de cibler tout un territoire et de payer, en fait, des clics de personnes qui potentiellement, sont pas du tout, utilisatrices de la ligne. Et on va choisir de resserrer comme ça le ciblage sur la population, réellement susceptible d'utiliser. Et après dans ce ciblage-là, il y a aussi une question de message. Il y a une question de message parce que, voilà, c'est pas pareil, d'afficher une communication, que ce soit une affiche, voilà, un fly, une banderole qui dit, «Covoiturage sur votre territoire», plutôt que de dire, «Nouvelle ligne, Raon-l'Étape, Saint-Dié». Où là, tout de suite, en fait, les gens, vont savoir de quoi on parle et on va pas, quelque part parler à la terre entière, mais plutôt aux futurs utilisateurs de cette ligne. Donc c'est ça qu'on entend par ciblage. C'est un mélange de, voilà, de critères, de ciblage géographique et aussi de messages qu'on dispose pour éviter, en fait, de s'adresser à tout le monde et du coup de dépenser et de l'argent et de l'énergie, hein, parce que, enfin voilà, il y a des personnes, hein, qui sont derrière ce travail-là, au service de finalement ramener des inscrits, qui seraient pas utilisateurs de la ligne. Hem Avez-vous un retour sur la mise en place des lignes de covoiturage Illikov-Grès-Besançon? Alors celles-là, elles sont prévues, au lancement, en septembre. Donc ce sera un prochain webinaire parce que vous avez vu, hein, ce que j'ai dit, hein, c'est une première boucle de retour d'expérience, il y en aura d'autres et sur cette ligne-là, du coup, ce sera la prochaine. Hem Haute-Vienne, densité de population très inférieure à la moyenne. Alors là, on est un peu dans des questions, sur lesquelles il m'est compliqué de répondre en live. Ça s'étudie un petit peu, dans un échange un peu plus, voilà, enfin, ça peut on peut s'en échanger ultérieurement et puis nous, enfin, il faut qu'on accède à certaines données. Enfin, c'est très dur de répondre à la volée. Après, il y a Dorine qui parle. Pouvez-vous nous parler alors de lignes plus anciennes, même hors programme à côté? Alors je fais attention parce qu'il me reste 3 minutes et en fait, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu, hein. Heu, donc bon, bah, désolée pour ceux pour qui j'aurais pas le temps, j'essaie de me dépêcher. Les lignes plus anciennes hors programme à côté, oui, on en avait plusieurs, avec des typologies différentes. Et qu'on avait déployé, sur des axes, voilà, qui étaient, il y en avait 2 qui étaient Annecy-Genève, donc c'était vraiment d'agglo à agglo sur une grosse distance avec un gros flux et puis, il y en avait qui étaient, Vercors en rabattement, vers Grenoble. Ce qui était un peu différent, bon alors c'est des lignes qui faisaient, vraiment beaucoup de voyages passagers, comparé, on va dire, à ce qu'on pouvait avoir benché sur le secteur. Mais c'était pré-covid. C'est-à-dire que, sur la ligne Vercors, on était à plus de il y avait des mois où on dépassait les 400 voyages, passagers, alors que c'est pas non plus, un flux très, très dense et sur Annecy-Genève, on avait atteint les
les 2000 voyages passagers, mais je sais, là, j'avais pas préparé ces données-là et je peux pas vous dire sur combien. C'était sur une période de quelques mois. Voilà, et c'était des lignes qui étaient un peu différentes dans leur mise en œuvre parce que c'était un usage spontané, alors que là, à côté, comme on est sur des flux moins denses, on est parti au début sur un usage avec de la planification, même en dernière minute. Donc c'est un petit peu un usage différent. Parliez de distance plus optimisée, mais avez-vous noté un temps optimal de trajet voulu effectué par les utilisateurs? Alors ça, je pense que j'ai pas compris la question. Bon, du coup, je peux pas y répondre, donc il faudra peut-être qu'on prenne rendez-vous pour en parler. Comment on remonte les données du covoiturage effectué? C'est de la géolocalisation. Voilà, avec une application. C'est pas une application native, c'est la PWA. Bon, voilà, c'est des technologies un peu différentes. Voilà. Mais c'est de la géoloc, hein, en fait. Quand il y a des conducteurs mais trop peu de passagers, y a-t-il une incitation à laisser sa voiture envers les conducteurs? Bah oui, il y a des communications qui vont en ce sens. Et puis c'est vrai que quand on démarre les lignes, nous, notre préconisation, c'est de faire gratuit pour les passagers. Donc c'est quand même hyper incitatif parce que du coup, pour eux, ça revient à pouvoir se déplacer complètement gratuitement. Alors que même quand on est conducteur, il y a quand même un petit reste à charge. Donc le plus intéressant financièrement, c'est d'être passager. Donc l'incitation, c'est surtout voilà, de faire valoir les arguments de la proposition de valeur, c'est-à-dire que c'est gratuit, qu'il y a une garantie pour les rassurer, voilà, d'essayer de leur faire franchir le pas, à savoir que une fois qu'un conducteur, enfin notre expérience que ça montre, c'est que quand un conducteur essaye en tant que passager, s'il a une bonne expérience, en fait, il y reviendra. Il faut qu'il ait une bonne expérience. Donc là, il faut vraiment avoir une qualité de service. Voilà. Alors que si son expérience est mauvaise, il va se dire non, mais c'est bon, je reprends ma voiture, merci, au revoir. Après, il y a des questions. Est-ce que ce serait pertinent sur mon territoire? Donc ça, je pense qu'il faudra vraiment qu'on prenne rendez-vous pour en parler en privé. Là, c'est vraiment très difficile pour moi. Je suis désolée de répondre en live là-dessus. Cherchez-vous des territoires de test? Oui, toujours. Ce beau programme a encore voilà, de la place et donc on peut accueillir de nouveaux territoires d'expérimentation. Hâte de vous retrouver au prochain webinaire. Oui, avec une nouvelle boucle d'apprentissage. J'espère qu'on aura bien des choses à vous dire. Déployer et suivre des personnes éloignées du numérique. Pas sur ce programme-là. On a effectivement les personnes qui sont éloignées du numérique, ne peuvent pas utiliser le service. Auparavant, on avait développé un système pur SMS, donc il fallait quand même un téléphone portable. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'opère pas. Effectivement, le minimum, c'est un smartphone. Voilà. Et après, je reviens sur la notion de compétences mobilité depuis la LOM sur les AOM qui peuvent mettre en place les lignes de covoiturage. Il y a beaucoup de territoires peu denses qui n'en ont pas. Oui, alors là, bon, je vais finir là-dessus. En fait, le service de covoiturage peut être expérimenté au titre aussi voilà, de plan énergie, climat. Enfin, ça peut être au croisement d'autres compétences. Donc, c'est pas rare de voir des territoires qui n'ont pas la compétence mobilité être leader, mener les expérimentations. Maintenant, c'est vrai que assez rapidement, la question du portage par la OM vient. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que ce sont des territoires de projet qui vont pouvoir vraiment être sollicités à juste titre sur les expérimentations pour tester, lancer, et que ensuite, quand il y a des signes positifs d'usage, très rapidement, l'AOM est mise dans la boucle pour échanger sur les conditions de pérennisation. Nous, en tout cas, c'est une dynamique qu'on est en train d'expérimenter et qu'on constate, en fait. C'est comme ça. Donc, on peut avoir effectivement des PETR, des parcs naturels qui mènent les expérimentations. Voilà, mais pas avec vocation de garder le service ad vitam aeternam. Voilà. Bon, j'ai dépassé de 3 minutes, mais au moins je suis à peu près arrivée au bout des questions. Donc je crois Merci, qu'il est temps Marie. de vous quitter. Voilà.
Du coup, juste, évidemment, si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez échanger, avec nous, sur, comme disait Marie, la possibilité, de développer ce genre de service sur votre territoire et cetera, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, j'ai vu que Virginie avait mis l'adresse, je vous la remets dans le chat. Donc on l'a dit, la première année du programme à côté, 100 prise en charge par les C2E. Donc vous avez la possibilité de bénéficier de la phase à minima, de sensibilisation et de co-construction, de manière, totalement, gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour, prendre rendez-vous et qu'on puisse, en discuter. Je vous ai remis l'adresse dans le chat et puis, voilà, même si vous avez des questions, sur les autres phases du programme ou des questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, toutes les ressources sont sur le site du programme à côté. Donc, vous retrouverez notamment le replay de ce webinaire et puis les replays de nos anciens webinaires, les plaquettes, des fiches outils qui parlent financement, qui parlent contractualisation. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est 100 gratuit. Et ensuite, vous avez accès à toutes les ressources qu'on a créées ces 2 dernières années. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Présence. Marie, merci Maxime Merci de vos beaucoup. interventions. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.